sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Et d'abord cette information France 2, le chômage toujours à la hausse, plus 1% au mois de mars, soit 24 500 demandeurs d'emploi en plus. Par ailleurs, les derniers chiffres de l'INSEE montrent que l'activité a reculé au dernier trimestre 2002. Le gouvernement précise son plan pour la famille et la natalité, 10 mesures et un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Parmi elles, la prime unique à la naissance de 800 euros. Elle remplace les 5 allocations actuelles et 20 000 places de crèche supplémentaires. Poussée de fièvre en Irak, bavure ou autodéfense, 13 civils ont été tués par les troupes américaines qui ont tiré sur la foule dans une ville proche de Bagdad. Par ailleurs, 2 nouvelles redditions ont été enregistrées parmi les proches de Saddam Hussein. Les pitbulls et la justice, le propriétaire de 2 chiens Rottweiler qui avait grièvement blessé un enfant a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende et de dommages et intérêts. Enfin, l'intérêt de la grotte Chauvet a-t-il été surestimé? Des chercheurs britanniques remettent en cause l'ancienneté des fresques murales. Les laboratoires français parlaient de 33 000 ans. Tout de suite donc ce chiffre qui ne sera officiel que demain, mais que nous vous révélons dès ce soir. C'est la confirmation que l'économie tourne au ralenti. Le chômage est à la hausse, une fois encore au mois de mars, plus 1%, 24 500 demandeurs d'emploi en plus donc. Laurent Bailly, Séverine Lebrun. Les ANPE ne désemplissent pas, c'est le premier constat de ces chiffres du chômage. Ils seront officiels demain. Plus 24 500 chômeurs au mois de mars, c'est la plus forte hausse depuis 9 mois. Elle porte à 2 367 500 le nombre officiel des demandeurs d'emploi. Du coup, le taux de chômage, lui, grimpe de 9,2 à 9,3%, un mauvais chiffre qui n'était pas prévu avant le mois de juin. Touchés par cette dégradation, les jeunes de moins de 25 ans et les salariés licenciés. Avec la croissance en berne, pas de perspective d'amélioration dans l'immédiat, la tendance semble au contraire s'aggraver, puisqu'au premier trimestre 2003, le nombre de chômeurs a augmenté de 60 700 personnes, c'est-à-dire de plus du double du trimestre précédent. Et aujourd'hui, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, est venu renforcer cette grisaille en indiquant que la croissance avait été négative au 4e trimestre 2002, moins 0,1% sur l'ensemble de l'année. La hausse de la production intérieure brute est de 1,2%. Et ce contexte morose a des conséquences. Exemple, la grogne monte contre la rémunération de certains patrons dont les performances sont décevantes. Salaire, indemnité et surtout stock options. Jusque-là, seuls les syndicats protestaient. Aujourd'hui, les petits actionnaires les ont rejoints, Fronda, Alcatel et à Vivendi notamment. David Boéry. Période très chargée pour les actionnaires. Les entreprises présentent leurs résultats et cette année, en pleine crise boursière, les assemblées générales ont perdu un peu de leur sérénité. Souvent ruinés, les petits porteurs n'hésitent plus à demander des comptes. D'un côté, les actionnaires qui perdent et puis de l'autre, finalement, les dirigeants qui continuent à avoir des rémunérations tellement importantes qu'on arrive même du mal à imaginer ce que ça fait. Il y a le nombre de zéros commence à devenir impressionnant. Le sujet est devenu sensible car ce sont les stock options et autres avantages en nature qui font aujourd'hui la rémunération des dirigeants français à 56% en moyenne. Et la distribution continue malgré l'effondrement de la bourse. Exemple, le groupe Alcatel. L'action a chuté de 77% en 2002. En 2 ans, le cours a même été divisé par 10. Un très mauvais résultat qui n'a pas empêché le conseil d'administration de proposer la semaine dernière 500 000 nouvelles stock options à prix cassé à son PDG, Serge Tchuruk. Une résolution critiquée lors de l'Assemblée générale, mais finalement adoptée par les actionnaires. Ce matin encore, l'intéressé ne se dit pas choqué par ce bonus. La des ventes tient compte de ce que le premier trimestre est très mauvais. Depuis le début de l'année, nous sommes, semble-t-il, la plus haute forte hausse du CAC 40. Donc c'est encourageant, c'est encore à des niveaux très faibles, mais tout ce que nous faisons, c'est dans ce but. Donc c'est mérité. Écoutez, je n'ai pas apporté de qualificatif sur la décision du Conseil. Je le dis encore une fois, elle est ce qu'elle est. C'est une marque de confiance de son égard, à mon égard. La réponse est un peu embarrassée. Il faut dire que dans 4 ans, le PDG pourrait décrocher le jackpot. À chaque fois que l'action Alcatel augmente d'1 euro, c'est pour lui à terme 500 000 euros de gagnés.
En parallèle, ces précisions sur l'augmentation du SMIC dans la perspective d'un alignement des différents salaires minimums. Il augmentera de 5 à 6% au 1er juillet pour les plus mal lotis. 650 000 personnes sur les 2 700 000 smicards en France sont concernées. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'économie Francis Maire. Moins agréable la hausse des tarifs du gaz, plus 4% jeudi prochain, hausse justifiée par le renchérissement des prix du pétrole. Et puisqu'on parle d'emploi, la mésaventure d'un salarié d'une grande surface d'Elbeuf, en Seine-Maritime. Il a été licencié. Sa faute, selon lui, avoir mangé quelques fraises dans les rayons du magasin. Amaury Guibert, Patrice Hacher sur place. Il y a encore un mois, Vincent était salarié de ce magasin Carrefour près de Rouen. Salarié au rayon fruits et légumes et licencié depuis le jour où il a grignoté des fraises offertes aux clients pour la dégustation. C'est ça, c'est ce qu'on me reproche depuis le 26 mars, d'avoir mangé quelques fraises de dégustation sur mon rayon. Chose habituelle qu'on fait régulièrement dans d'autres rayons et même dans d'autres rayons de bouche. Dans la lettre de licenciement, la direction parle de son côté de faute grave. À l'entretien préalable qu'on avait vu avec la direction n'était pas trop positif, donc on s'attendait quand même à un licenciement. Mais au point à le justifier à une faute grave, non. Alors Vincent a décidé de contre-attaquer. Avec l'aide d'un syndicat, il prépare son dossier pour aller au prud'homme et demander sa réintégration. Ici, on ne s'étonne pas trop de l'histoire de Vincent et des fraises. Elle serait même symbolique des rapports très particuliers entre la direction et les salariés de l'Hyper. La politique de terreur, elle est quotidienne sur les salariés. Ils se sentent suivis, ils se sentent épiés. On a l'impression que les caméras surveillent plus les salariés que les clients. Alors aujourd'hui, à nous de marquer le coup, à nous de faire voir que non, aujourd'hui il y a des lois. Pas de réaction devant la caméra de la direction de Carrefour, mais elle précise que Vincent aurait aussi fait ses courses pendant son travail, une version contestée par l'ancien salarié. La conciliation au prud'homme aura lieu d'ici 3 semaines et elle s'annonce difficile. La famille est le plan du gouvernement annoncé aujourd'hui par Jean-Pierre Raffarin lui-même, entouré de 5 ministres. Les principales lignes en avaient été dévoilées dimanche. On en connaît maintenant le détail. Anne Guéry, Maya et Lusny. C'est la dernière née, la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant. C'est une prestation unique, elle remplace les 4 allocations qui existent aujourd'hui. 9 familles sur 10 devraient en bénéficier. C'est d'abord une somme de 800 € versée en une seule fois au 7e mois de grossesse. À cela s'ajoutent 160 € par mois versés à la naissance de l'enfant jusqu'à ses 3 ans. Les plafonds de ressources pour en bénéficier sont relevés, du coup les grands gagnants, ce sont les classes moyennes qui jusque-là ne percevaient aucune allocation. Ensuite, il y a des compléments de garde. Premier cas, vous arrêtez de travailler pour vous occuper des enfants. Vous percevez 340 € par mois dès le premier enfant, ce pendant 3 ans. Pas de conditions de ressources exigées, une mesure qui a fait un tabac auprès des associations familiales. La mesure la plus importante, c'est le premier enfant qui est reconnu. Même si pour l'instant c'est un premier pas, on va vers des allocations familiales pour le premier et jusqu'au dernier enfant. Un seul bémol, pour y avoir droit, il faut avoir travaillé 2 ans dans la période qui précède l'arrêt d'activité. Imaginez-vous des familles qui sont à la recherche d'un emploi depuis un certain nombre d'années, qui sont malheureusement dans la précarité. Celles-là, elles ne peuvent pas en bénéficier. Deuxième cas, vous travaillez, vous aurez un supplément pour faire garder votre enfant chez une assistante maternelle ou à domicile par une nounou. Du coup, vous ne consacrerez pas plus de 10% de votre salaire pour financer votre mode de garde. Là, il y a un coup de pouce aux familles modestes, donc on n'est plus sur le coût de la garde, mais on est sur les revenus de la famille. Et je crois que c'est une grande équité entre les familles et qui était nécessaire. Enfin, il y a le stade des bonnes intentions, des avantages fiscaux aux entreprises qui aideront les familles et la création de 20 000 nouvelles places en crèche. Alors au palmarès de la natalité, la France fait bonne figure en Europe. Elle est en 2e position, juste derrière l'Irlande, avec 1,9 enfants par femme. Et très loin, vous le voyez, devant l'Allemagne ou plus encore l'Espagne ou l'Italie. Et pourtant, ce chiffre est insuffisant pour assurer le renouvellement des générations. Il faudrait 2,1 enfants par femme, si l'on peut dire. On connaît les obstacles, concilier la vie professionnelle et la maternité, par exemple. Près de Toulouse, reportage Juliette Meurin, Olivier Combe. Qui c'est qui commande? Moi. Cette semaine, la maman de Dylan est en vacances. Alors ce petit homme de 2 ans et demi essaye d'en profiter, parce que d'habitude, ces deux-là ne se voient pas beaucoup. Naïma est vendeuse, elle rentre tard tous les soirs, même le samedi. Le papa, il a déjà douché, il a préparé à manger.
Moi j'arrive, je fais le petit câlin, ça se passe très vite. C'est le lendemain, il faut le mettre au lit parce qu'il se relève le lendemain matin. Moi, le seul jour de repos que j'ai, c'est un petit peu le ménage, les courses. Le congé parental d'éducation dès le premier enfant, Naïma aurait aimé pouvoir en bénéficier. Mais accepter de s'arrêter de travailler en échange d'une allocation de 340 € par mois, financièrement, c'est trop difficile. Je pense que ça sera pour les classes supérieures, à mon avis, là où le papa touchera davantage, que la maman pourra se permettre de faire un break grâce à ces 340 €. Tout le monde ne pourra pas suivre juste avec ça. Avec son salaire et celui de son compagnon, au total un peu plus de 2000 € par mois, cette jeune maman a juste de quoi payer le quotidien, le loyer, les impôts et la nourrice de Dylan. Il y a certains mots à moi qui me dit, c'est pas moi qui lui ai appris. Donc c'est vrai que ça fait un peu râler, c'est clair. Il profite. Je me disais, c'est la nounou qui profite. J'aurais aimé que ce soit moi qui lui apprenne et que ce soit moi, que ça vienne de moi. Pour Naïma, la solution idéale serait un véritable salaire maternel. Les premiers mots, les premiers pas, c'est la maman qui devrait en avoir la primeur. Autre difficulté, trouver une nounou. En langage administratif, on dit assistante maternelle. Elle bénéficie maintenant d'un statut mieux défini. Reportage Laetitia Legendre, Bernie Mériot. Va doucement. Va doucement. Au moment du goûter, avec 3 enfants à garder et seulement 2 bras, Catherine a dû apprendre à jongler. À 30 ans, elle vient de terminer sa formation d'assistante maternelle. 60 heures pour apprendre un nouveau métier. Sur la région parisienne, c'est très dur pour trouver une assistante maternelle. Donc du coup, quand j'ai eu ma première fille, Sophie, je me suis dit pourquoi pas devenir assistante maternelle. Des horaires élastiques qui soulagent les enfants et surtout les parents. Voilà. Le loulou. Oui, le loulou. Autre ville de la banlieue parisienne et autre ambiance. Françoise garde des tout-petits depuis 20 ans. Ce métier qu'elle a appris sur le tas, elle l'a vu évoluer. Fini la vision de la nounou amateur qui dépannait les voisins, l'activité est désormais plus réglementée. Les agréments maintenant sont un peu plus difficiles à avoir. Ils font une enquête et tout. Et on est quand même un peu mieux encadré ce qu'on était avant. Ces compétences, le gouvernement entend les valoriser. La nouvelle loi encourage la formation continue et tente d'apporter des garanties salariales pour les mois difficiles. On pense avoir un salaire fixe un mois, puis le jour où que les parents décident de prendre 8 jours de vacances, on n'a plus le salaire fixe, on n'a plus rien. Désormais, pour pallier l'absence d'un enfant, Françoise ou Catherine pourront en garder un autre à la place, jusqu'à concurrence de 3. Voilà qui permettra toujours de rentabiliser la poussette. Quand vous dites que vous êtes assistante maternelle, les gens pensent que vous êtes à la maison et puis que c'est un travail, excusez-moi l'expression, mais pépère. Un travail pépère, ce n'est pas la vie des jeunes générations. Il n'y a pas actuellement assez d'assistantes maternelles en France. Le gouvernement évalue à plus de 400 000 les besoins d'emploi dans la petite enfance d'ici 2010. L'actualité à l'étranger, d'abord une image de Jacques Chirac à Bruxelles où se tenait un mini-sommet pour relancer la défense européenne. Allemagne, France, Belgique, Luxembourg. Objectif notamment constituer l'an prochain une force militaire capable de mener des opérations sans recourir à l'OTAN. Bref, les prémices d'une armée européenne. Tous les partenaires au sein de l'Union seront les bienvenus, a-t-il été précisé. Mais, réaction britannique tout à l'heure, il est impossible qu'un petit groupe de pays fasse chemin à part en cette matière. Fin de citation. L'Irak et cette fusillade qui montre que le climat reste très instable. 13 manifestants favorables à Saddam Hussein ont été tués dans la ville de Fallujah, près de Bagdad, par les forces américaines. Les soldats indiquent qu'ils se sont sentis menacés. Les habitants, eux, parlent de bavure. Sur place, nos envoyés spéciaux Patrick Fandiot, Guillaume Fautra. C'est toute une ville qui s'est réveillée en deuil. Au cri d'Allah, Dieu Tout-Puissant, elle enterre ce matin ses morts. 13 habitants tués hier soir par des tirs américains dans un quartier populaire de Fallujah. Un chiffre que se refusent à confirmer les soldats américains. Au nom du Coran, nous égorgerons les Américains, s'échauffe la foule. Nous avons déjà creusé leur tombe, ajoute cela. À l'hôpital, le docteur Farhat Hussein a reçu une 50aine de blessés. Le plus jeune a à peine 7 ans. On lui a extrait une balle de l'épaule. Il a été opéré hier. Son état est stable. Abdul Salah Mohamed, lui, a reçu une balle au pied. Il raconte qu'il était à la manifestation anti-américaine hier soir. Des Irakiens ont tiré en l'air, les Américains lui ont tiré dessus. Il dit qu'il n'avait pas d'armes.
Voici l'endroit où s'est noué le drame. Les soldats américains occupent cette école depuis plusieurs jours, au cœur du quartier. Le sergent est formel. Vers 21 h hier soir, ils ont été pris pour cible par des tireurs irakiens cachés dans la foule. Ils nous montrent l'impact d'une balle sur une vitre. Nous devons penser d'abord à notre sécurité, à protéger nos collègues. C'est ce que nous avons fait. Ils nous ont tiré dessus. On a riposté. Selon plusieurs témoignages, 2 Irakiens armés sur une moto sont bien arrivés pendant la manifestation et auraient tiré sur l'école. Mais les habitants ne comprennent pas pourquoi les Américains ont répliqué. À l'aveugle, disent-ils. Pour preuve, ce témoin nous montre cette voiture criblée de balles. Cette voiture est venue chercher un blessé. Dès que le chauffeur est arrivé, les Américains ont ouvert le feu. Le conducteur est gravement blessé, l'autre personne est morte. La tension est vive dans le quartier depuis plusieurs jours. Les habitants se plaignent. Ils se font fouiller, disent-ils, contrôlés plusieurs fois par jour par des patrouilles américaines. Des soldats qui affirment avoir trouvé, dissimulés dans des maisons, plusieurs catégories d'armes. Celui-là décrit avec un luxe de détail des kalachnikovs et autres mitrailleuses, confisquées par des soldats. Son collègue ajoute qu'il y a aussi des pistolets, des couteaux, beaucoup d'armes en circulation. Ce soir, les Américains disent qu'ils vont accroître leur vigilance et renforcer leur patrouille. Certains habitants veulent manifester une nouvelle fois et d'autres parlent même de vengeance. Pas de quoi faire baisser la tension dans une ville qui jusqu'ici était réputée plutôt calme. Et on apprend que 3 à 4 000 soldats américains vont être envoyés en renfort à Bagdad. Calme précaire donc et danger d'un tout autre ordre pour les habitants. Un peu partout, des munitions et même des bombes sont à l'abandon. Attention, si des enfants sont à vos côtés, certaines images peuvent choquer. Mathias Hillion. C'est un drôle de terrain de jeu. Un terrain de jeu où les quilles sont des obus remplis d'explosifs. À Bassora, comme partout dans le monde, les gamins jouent à la guerre, mais ici le jeu est dangereux. C'est des bombes, on joue avec. On les jette dans l'eau, on les tape contre des cailloux. On essaie de les ouvrir, c'est dangereux. À l'hôpital de Bassora, les premières victimes de ce champ d'obus en pleine ville. L'une de ces ogives a explosé quand Abbas la manipulait. Ils sont tous brûlés au second ou au 3e degré. Le plus souvent, ils sont touchés au visage, à la poitrine et à l'abdomen. Pour que la liste des victimes ne soit pas plus longue, des volontaires de la Croix-Rouge occupent le terrain. Ils sensibilisent ces enfants de Bassora aux risques qu'ils prennent en touchant ces obus. Sur leur dépliant, une information manque, celle de savoir quand les équipes de déminage viendront nettoyer la zone. Les Américains ont enregistré aujourd'hui 2 nouvelles redditions. L'ex-ministre irakien du pétrole, Amer Rachid Mohammad, il était le numéro 47 sur la liste des 55. Et puis un peu plus tard dans la journée, c'est l'ex-gouverneur de la province de Bassora, Walid Hamid Toufik, qui s'est rendu lui aussi. Et puis on a appris par ailleurs que la première épouse de l'ancien président et ses 3 filles avaient été expulsées de Syrie. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien arabe Al Hayat. Elle se trouve sous la protection d'un chef de tribu à Mossoul. Hervé Guéquière. Saddam Hussein et Sajida, sa première épouse, une des rares images non protocolaires du Raïs et de sa femme. La scène date de 1989, année de leur séparation. Sajida était mariée à Saddam, son cousin, depuis 1963. Ils ont eu 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Saddam aura ensuite 2 autres femmes. Depuis plus de 10 ans, Sajida réapparaissait très peu en public. En 1995, on la voit inaugurer officiellement une exposition. Début 97, on la remarque de nouveau aux côtés du président irakien. Ils sont tous 2 au chevet de leur fils Oudaï, qui vient d'être victime d'un attentat. En fait, les 2 fils de Sajida, Oudaï et Koussaï, que l'on voit ici en présence de leur père, étaient des piliers du clan Saddam Hussein. Ce qui expliquerait peut-être que la Syrie où s'était réfugiée Sajida au début de la guerre n'ait pas voulu s'encombrer plus longtemps de l'ex-femme de Saddam. Expulsée par Damas, Sajida et ses 3 filles se trouveraient actuellement dans la ville de Mossoul, sous la protection d'une puissante tribu locale. Désormais, il y a fort à parier que les Américains feront tout pour interroger Sajida et tenter d'obtenir des informations sur Saddam Hussein et ses 2 fils.
Et puis, on en apprend aussi tous les jours un peu plus sur les opérations américaines. Ainsi, un membre de l'état-major a indiqué à l'agence Associated Press que des forces spéciales ont pris pied dans Bagdad 8 mois, j'ai bien dit 8 mois avant le début des opérations militaires. Bonsoir Étienne Lénard, vous êtes en direct de Washington, vous avez des détails. Vous vous souvenez, David, des informations plus ou moins vérifiées d'ailleurs qui avaient circulé dans les jours et les semaines qui ont précédé le début de l'opération militaire américaine en Irak, selon lesquelles des forces spéciales américaines se trouvaient effectivement en territoire irakien pour repérer des cibles, pour surveiller des pistes d'aéroports. Eh bien, ce qu'a révélé le CENTCOM, donc le centre de commandement américain qui est basé au Qatar hier, est effectivement beaucoup plus spectaculaire. Des forces spéciales, en l'occurrence des bérets verts qui sont basés en temps normal à Fort Bragg, en Caroline du Nord, se seraient trouvés en territoire irakien tout près de Bagdad, dans le quartier d'Abu Ghraib, qui est au nord de Bagdad, juste au nord de l'aéroport international, et pas seulement, donc ils s'y seraient trouvés pas seulement dans les jours qui ont précédé la chute de Bagdad, mais depuis le mois d'août 2002, c'est-à-dire effectivement il y a 8 mois. Alors il faut évidemment faire la part des choses entre le fantasme hollywoodien et la réalité du terrain. Ces équipes qui sont composées en général d'une dizaine d'hommes auraient sympathisé avec la population sans être repérées, sans être dénoncées, alors que le régime de Saddam Hussein était toujours en place. Elles auraient acquis la confiance des habitants pour pouvoir préparer la prise de cet aéroport. Comme vous le disiez, on n'en saura probablement pas beaucoup plus parce que les missions secrètes ont effectivement pour nature de rester secrètes, mais voilà en tout cas qui amène de l'eau au moulin du ministre de la Défense américain, Donald Rumsfeld, qui, vous le savez, est un ardent défenseur de ces équipes qui sont donc surentraînées et suréquipées. Merci Étienne pour ces précisions. Le processus politique maintenant, au lendemain de la grande réunion des forces irakiennes, Jay Garner, l'administrateur provisoire, continue ses rencontres. Réunion aujourd'hui sur le thème de la sécurité et des nouvelles forces de police. Rappelons que les Américains espèrent un accord sur les modalités de désignation d'un nouveau gouvernement d'ici 1 mois. Alors optimisme pour les uns, mais prudence pour les autres sur les chances de réussite de cette Pax Americana. Un exemple, un précédent revient à l'esprit, celui de l'Afghanistan. Où en est-on 18 mois après la chute de Kaboul? Le point avec Jean-Marc Ilouz. Loin des projecteurs, loin de l'Irak, cérémonie discrète pour les 2 derniers des 30 Américains tombés en 18 mois en Afghanistan. Fini l'époque des bombardements massifs qui décimaient les talibans réfugiés dans les grottes de Tora Bora. Aujourd'hui, 8000 des 11 000 hommes de la force internationale sont américains et s'efforcent tant bien que mal de traquer les terroristes d'Al-Qaïda, souvent en embuscade, surtout à la frontière du Pakistan. Après le 11 septembre 2001, le président Bush avait juré que la guerre contre le terrorisme ne ferait qu'un avec l'instauration d'un régime démocratique à Kaboul. 18 mois plus tard, Ben Laden et le Mollah Omar courent toujours et le gouvernement d'Hamid Karzai, béni par les Américains et l'Assemblée des tribus, a bien du mal à se faire entendre en dehors de Kaboul. Par exemple, du puissant chef ouzbek Rachid Dostom dans son fief de Mazar-i Sharif. Théoriquement, il est ministre de la Défense, mais d'un État afghan qui en province reste un rêve bien lointain. C'est vrai, la paix est revenue à Kaboul, mais les dollars promis ne sont pas toujours là. Difficile de reconstruire quand les routes ne sont pas sûres. C'est vrai, la culture millénaire du pavot est désormais proscrite par les nouvelles autorités, mais à défaut de revenus de substitution, elle redevient le gagne-pain des paysans pauvres, comme si les mondes de Kaboul et Washington n'étaient qu'illusions dans leur histoire. À l'étranger encore, 2 images au Proche-Orient. Israël d'abord, la vie s'est arrêtée pendant 2 minutes pour honorer, comme chaque année, les 6 millions de victimes juives de la Shoah. La sirène a retenti à 10 heures pile. Tous les habitants ont alors interrompu leur activité, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Voitures stoppées, piétons immobiles, drapeau en berne. Au même moment, à Ramallah se tenait une session extraordinaire du Conseil législatif palestinien qui doit investir le gouvernement du nouveau Premier ministre Abou Mazen. La séance se poursuit en ce moment encore. Abou Mazen qui a lancé à cette occasion un avertissement aux groupes terroristes en leur demandant de déposer les armes et en s'engageant à les saisir dans le cas contraire. Appel rejeté immédiatement par le Hamas. On a vu, vous le découvrez, des proches et des veuves de kamikazes se rassembler devant les locaux du Parlement en signe de protestation. Un témoignage en tout cas de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau Premier ministre.
L'acte de bravoure qui a ému l'Amérique maintenant, cela se passe à Abilene au Texas, devant un immeuble en feu. Un adolescent n'a pas hésité à se jeter dans les flammes pour sauver plusieurs enfants. Une équipe de télévision était là, tout a été filmé. Commentaire Bertrand Coq. Le feu dans un immeuble d'appartement à Abilene, Texas. 3 étages où vivent 70 familles. La plupart ont évacué l'immeuble avant l'embrasement, mais pas toutes. Les pompiers se font attendre. C'est alors que surgit Chris, un ado, la casquette vissée sur le crâne, et qui sans hésiter se précipite dans la fournaise. Il en sort une première fois avec un bébé dans un siège auto. Je passais par là et j'ai vu les gens sortir en courant. Et je me suis dit, je vais voir si je peux faire quelque chose. J'ai cavalé jusqu'à l'entrée, je suis monté au premier et j'ai commencé à frapper aux portes pour vérifier s'il y avait encore du monde. Et c'est là qu'il trouve une mère et son bébé. Et puis il y retourne, Chris, 1 fois, 2 fois, et sauve ainsi plusieurs enfants. La dernière fois, j'ai entendu les pompiers et les policiers qui criaient « Reviens, n'y va plus !» Mais il fallait que j'y retourne, il y avait encore des enfants à l'intérieur. Depuis, Chris est un héros. Il a même volé la vedette aux pompiers américains, pourtant tout en haut de l'échelle du courage, depuis le 11 septembre. La pneumopathie, les 10 pays d'Asie du Sud-Est et la Chine ont décidé d'unir leurs efforts contre le virus. Réunion des chefs d'État et de gouvernement ici à Bangkok pour l'instant. Il s'agit surtout de concertation. On compte 21 morts de plus en Chine et à Hong Kong. La Chine qui annonce de nouvelles mesures radicales comme la possibilité de mettre des logements sous scellés et de saisir les voitures des particuliers. À noter enfin que l'Organisation mondiale de la santé a levé sa mise en garde sur les voyages à Toronto au Canada. Et si la maladie est contagieuse, la bêtise l'est au moins autant. L'affaire se passe dans un village, chez nous, près de Niort. Monsieur le maire est en vacances en Corée du Sud, où un seul cas a été signalé, c'est moins qu'en France. Mais cela n'a pas empêché quelques-uns de ses conseillers municipaux d'exiger qu'à son retour, il soit placé en quarantaine. Reportage François Privat, Alain Darigan. Le virus de pneumonie atypique inquiète Marc Brossier. Le maire de son village, actuellement en Corée du Sud, rentre vendredi. Bonjour madame. Alors, par l'intermédiaire d'une pétition, ce conseiller municipal réclame une éventuelle mesure de mise en quarantaine. À la descente de son avion, eh bien qu'il soit contrôlé de façon à ce qu'on soit à peu près rassuré sur le fait qu'il n'ait pas la maladie. Ça vous semble obligatoire? Ben oui, moi ça me semble obligatoire pour tous les gens qui reviennent de cette zone. Qu'est-ce qui vous inquiète, madame, dans le fait que le maire soit en Corée du Sud? Si, parce que quand même il y a la maladie, on a des enfants, il faut les protéger, hein. On reste chez soi pour le moment. Ce matin, agacement perceptible du préfet des Deux-Sèvres, qui découvre un courrier signé Marc Brossier, lui demandant, je cite, de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Malheureusement, le sujet est grave et montre que certains de nos compatriotes sont atteints par une psychose totalement irresponsable. Je rappelle d'abord que la Corée du Sud n'est pas aujourd'hui un pays infecté par ce virus, qu'elle n'a pas de frontière commune avec la Chine, mais c'est vrai que certains de nos compatriotes ne sont pas très forts en géographie. Pas de tempête donc, mais de simples remous sur le marais Poitevin. À la mairie du village de Sensé-la-Garette, on évoque un règlement de compte politique et on ironise. Effectivement, monsieur le Premier ministre rentre de Chine et on n'a entendu parler d'aucune mesure à son égard. Les touristes du marais peuvent être rassurés, c'est certain, ils échapperont au port obligatoire du masque. L'immigration clandestine, c'est demain que Nicolas Sarkozy va présenter son texte. Interrogé à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a estimé aujourd'hui qu'il y avait en France entre 2 et 300 000 immigrés clandestins. Parmi les nouvelles mesures qui seront discutées, le relevé d'empreintes digitales de tous les immigrants. Objectif, s'assurer de leur identité, car les faux papiers, faux passeports, faux visas sont fréquents. C'est l'une des missions des consulats que de faire le tri. Pas toujours simple. À Dakar, au Sénégal, l'enquête de nos envoyés spéciaux Éric Monnier et Bruno Giraudon, qui ont aussi pu assister, vous allez le voir, à l'arrivée d'un charter d'expulsés. Voici leur reportage. L'avion spécial s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport international de Dakar. À son bord, 55 immigrants illégaux africains, dont 26 Sénégalais. Depuis la reprise il y a 2 mois de ces expulsions groupées, voulues par le ministre français de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, c'est le 4e charter d'illégaux à se poser ici. Mais cette fois, une vingtaine de policiers sénégalais ont fait le déplacement vers Paris la veille pour accompagner leurs compatriotes.
Le fait qu'il y ait des policiers sénégalais? C'est pourquoi ça s'est bien passé. Vous pensez que s'il n'y avait pas de policiers sénégalais, ça se passera mauvais. Parce qu'on nous attache, on nous fait de n'importe quoi. Mais là, on ne vous a pas attaché. On nous a pas attaché. Dans ce pays de grande tradition d'émigration, la méthode choisie par l'ancien colonisateur fait grincer bien des dents. Le ministre de l'Intérieur sénégalais est là, en personne, moins pour sermonner ces jeunes gens que pour les assurer de la bienveillance des autorités. Vous n'êtes pas des délinquants, n'est-ce pas? Vous êtes partis chercher du travail, vous n'êtes pas en faute. Maintenant, si vous êtes non admis sur le sol français, le gouvernement du Sénégal, bien entendu, ne peut que venir à votre secours. Pour avoir tenté de pénétrer clandestinement en France, de retour au pays, les fraudeurs ne risquent ici aucune poursuite. Immigrer coûte que coûte en France ou ailleurs en Europe, un rêve caressé par nombre de jeunes Sénégalais. Au consulat de France, le service des visas tente avec les moyens dont il dispose de démasquer les candidats à l'immigration. Votre mari travaille aussi? Commerçant? Vous n'avez pas amené de justificatif de ressources, de relevé de compte comme ça, non? Des moyens classiques, examen approfondi des dossiers, entretien individuel en cas de doute, rien à voir avec les tests ADN pratiqués par les Britanniques ou les Allemands pour établir ou contester par exemple une paternité. Au final, au consulat de France de Dakar, 40% des 39 000 demandes de visa annuelles sont rejetées. Bien sûr, il y a toujours de temps en temps une tricherie à la marge, un passeport de volée, une substitution d'identité sur un passeport, ou même un passeport envoyé par la poste qui sert deux fois. On ne peut pas éviter à la marge. Reste, pour les moins honnêtes, une autre solution. Ça va bien. À Dakar, une petite villa quelconque. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va. Cet homme, en échange de 2 millions de francs CFA, un peu plus de 3 000 €, peut fournir à notre complice sénégalais un visa français en bonne et due forme, en moins de 48 heures. Ok, d'accord. Voilà quoi. Ok, d'accord. Je commence, je vais faire le travail, tout sur le compte bancaire de la société. Sa société, qui a pignon sur rue, servira de caution au consulat de France. C'est un visa classique. Hein? Mais c'est lui qui dépose à l'ambassade. Ok, d'accord. Non, je n'ai pas rentré dans les détails. D'accord. Ça va aller. Ok. Okay. Habileté, complicité au sein de l'ambassade, nous n'en saurons pas plus. Seule certitude, plusieurs immigrés illégaux sont entrés en France grâce à lui, et y sont encore. Les pitbulls et la justice, le propriétaire de 2 chiens Rottweiler qui avait grièvement blessé un enfant a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 45 000 € d'amende et de dommages et intérêts. Dorothée Cochard. Le petit Loïc s'en était sorti de justesse. Mordu aux jambes, au cou, dévoré au bras, attaqué par ses 2 chiens, 2 Rottweiler euthanasiés depuis. Restait à juger leur maître. Il a été condamné cet après-midi à 6 mois de prison avec sursis et aussi à 45 000 € d'amende et d'indemnité. Une somme dérisoire pour la mère de l'enfant. Toute sa vie, quand il arrivera à l'adolescence, il fait un sport collectif, quand il va passer sous la douche, quand il va rencontrer sa petite amie, quand il va... Là, c'est sûr, il a 7 ans, mais plus tard. Depuis l'attaque, Loïc a été opéré plusieurs fois. Il devrait l'être encore. Des greffes de peau et de muscles aussi. En bref, ces nouvelles fouilles au Grand Bornand, 18 jours après la disparition d'une famille, une 50aine de gendarmes et de sapeurs-pompiers ont ratissé les abords d'une rivière où le véhicule des disparus aurait été aperçu récemment. Rien de plus n'a été communiqué sur ces fouilles et ces recherches. Une étude de nos confrères du magazine Auto Plus sur les modèles les plus volés en France. Résultat, Audi et BMW sont en haut du classement. Le détail, Yann Frontier et Elisabeth Esley. Une scène devenue quasi quotidienne. Des voitures volées comme ici en plein jour sur un parking. Il y en a eu plus de 313 000 en 2001, 288 000 l'année dernière, soit une baisse de 9,5%. Système de pistage par satellite, clé à puce, anti-démarrage codé, l'éventail des parades anti-effraction a freiné les ardeurs de certains voleurs, mais pas de tous. Voici le classement publié aujourd'hui par l'hebdomadaire Auto Plus. En tête des véhicules subtilisés le plus fréquemment, 3 belles allemandes, Audi S4, BMW M3, Audi S3, c'est le tiercé gagnant. Ensuite, et c'est une surprise, 3 petites françaises dont la 306. La 306 diesel plus particulièrement, 75% des modèles dérobés carburent au mazout,
car sur le marché, la demande a explosé. Ce sont des voitures faciles à voler, puisque pour le coup, ce sont des voitures qui ont été fabriquées il y a une dizaine d'années, donc qui n'ont pas les fameux systèmes anti-démarrage. Ce sont des voitures qui se trouvent dans toutes les rues, enfin on en trouve facilement. Ce sont des voitures qui ne sont pas garées dans des parkings, généralement, donc dans la rue, qui sont nombreuses, donc ce qui explique leur succès. L'autre phénomène souligné par cette enquête, c'est la multiplication des vols avec violence. Sur ces images, ce jeune homme cherche à dérober le sac de la passagère. Cette technique sert aussi à voler des voitures qui sont ensuite facilement maquillées, transformées et que l'on retrouve intactes ou sous forme de pièces détachées dans toute l'Europe, mais aussi au Moyen-Orient ou encore en Afrique. Et à propos de transport, cette proposition de loi qui va faire sursauter tous les cyclistes, elle a été déposée aujourd'hui. Elle vise à rendre le port du casque obligatoire, non seulement pour les pros, mais aussi pour les promeneurs. Les défenseurs de ce texte font valoir que 242 personnes meurent chaque année à vélo, chiffre de l'année 2001. Laurence Ostolazza, Marie-Pierre Cassignard. Déjà un inconvénient. Si on a des cheveux attachés. Pas facile à porter, surtout quand on est coquette. Et pourtant, le casque peut être utile. Sauf si on veut faire concurrence à Jeannie Longo. C'est très moche, mais c'est nécessaire, je reconnais. Ouais, c'est efficace. Ouais. Mais par contre, ça sert qu'une fois. Hein. Si, à partir du moment où il a pris un choc, où ça commence à être cassé, il faut en changer. C'est comme un casque de moto, en fait. 15% des cyclistes se disent prêts aujourd'hui à porter un casque, contre seulement 3% il y a quelques années. Une évolution liée à l'augmentation de la circulation et aux risques en milieu urbain. Certains l'ont d'ailleurs bien compris. J'ai moi-même eu un accident assez grave il y a 5 ans maintenant. Et mon Dieu, je crois que le casque m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai vu l'état dans lequel était le casque après l'accident. Donc je crois que tout le monde a intérêt à le porter. Dans 75% des cas, les victimes succombent à un traumatisme crânien. Pas étonnant donc que le port du casque réduise le taux de mortalité des cyclistes dans les pays qui ont adopté la loi, comme le Canada ou l'Australie. Des études nous ont montré qu'il y a une diminution du nombre de morts et d'admis à l'hôpital de 48% la première année et 70% la deuxième année. Amateurs ou professionnels devront peut-être bientôt rouler casqués. D'ailleurs, l'Union cycliste internationale oblige les coureurs à se protéger depuis l'accident mortel le mois dernier d'Andrei Kivilev sur le Paris-Nice. Les sciences bataillent autour de la grotte Chauvet. Des chercheurs britanniques remettent en cause l'ancienneté des fresques murales. Les laboratoires français parlaient, je vous le rappelle, de 33 000 ans. Nicolas Châteauneuf, Laurence Deleur. Pour la première fois depuis des milliers d'années, ce 18 décembre 1994, des hommes foulent le sol de ce qui allait bientôt devenir la grotte Chauvet. Sur les murs, près de 300 gravures et peintures rupestres, rhinocéros, mammouths, panthères. Les datations avancent pour certaines d'entre elles l'âge extraordinaire de 30 000 ans, puis de 33 000 ans. Une véritable révolution, c'est plus de 2 fois plus ancien que la grotte de Lascaux. Pourtant, aujourd'hui, dans la revue La Recherche, un scientifique britannique joue les troubles faits. Paul Petit, c'est son nom, est expert en datation en carbone 14. Pour lui, la technique utilisée n'est pas parfaitement sûre. Plus loin, il enfonce le clou et affirme que l'on ne peut pas considérer que l'ancienneté de la grotte soit démontrée. Des propos qui suscitent l'émoi et surtout la colère de ceux qui ont pratiqué ces datations, comme ici dans cette pièce du laboratoire des sciences de l'environnement dans la région parisienne. La méthode du carbone 14 est bien connue depuis les années 50 et la technique qui a été utilisée pour dater ces pigments, qui est la spectrométrie de masse par accélérateur, existe depuis plus de 20 ans. Elle a fait ses preuves et c'est une technique fiable. Aujourd'hui, la grotte Chauvet est celle où l'on a effectué le plus de datations au monde, près d'une quarantaine. Aucune raison donc, pour les spécialistes français, de remettre en cause l'âge des peintures. Il me semble que mes collègues n'apportent pas d'arguments décisifs contre l'ancienneté de ces datations. Elles restent acquises. Aujourd'hui, la grotte Chauvet est un sanctuaire. Son accès est un énorme privilège. Seule une équipe internationale de 14 personnes peut régulièrement y accéder, de quoi peut-être susciter quelques jalousies. Cinéma pour terminer avec la sortie demain du film Tristan. Mathilde Seigné y incarne un commissaire de police qui traque un tueur en série dont l'arme serait le romantisme. Marie-Jo jouant Grégory Vasseur. Elle en rêvait, c'est fait. Voici Mathilde Seigné en commissaire de police qui enquête sur une série de suicides étrangement similaires. Les jeunes filles meurent d'amour et d'anorexie. Le coupable, un serial killer déguisé en prince charmant. La commissaire Barzac, une femme, disons, impulsive, vient d'aujourd'hui, mais pas forcément comprise par les hommes. Cette femme-là, vous la rencontrez dans la vie, comme ça, telle qu'elle est J'y vais pas. Et le réalisateur n'est pas seul dans son cas. Je pense que Barzac, comme moi,
on fait peur. C'est dommage, parce qu'on n'est pas méchante. Mais les hommes, parfois, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet engin-là? Et Nadia, t'as des nouvelles? Non. Ça fait une semaine qu'elle bosse plus sur le boulevard. C'est maintenant que tu me le dis? Bah, je sais pas, moi, elle est peut-être malade. Si ça se trouve, demain, elle sera revenue. Non mais t'es con, quoi. En fait, l'enquête policière n'est ici qu'un prétexte pour aborder un sujet universel, les rapports hommes-femmes et la vision que celles-ci peuvent avoir du sexe opposé. L'erreur des femmes, c'est de vouloir tout le temps changer un homme. C'est-à-dire de le prendre, dire il est très très bien, mais il y a toujours un mais chez une femme. Alors qu'au fond, les hommes, comme ils sont très lâches, ils sont dans la fuite, ils prennent la femme comme elle est, tant qu'elle les emmerde pas. Et puis après, voilà. Mais c'est vrai que la femme veut toujours changer l'homme. Mais c'est un film aussi là-dessus. Décidément. Je finis par croire que vous me suivez. Je vous jure que non. Vous buvez quelque chose? Café, oui. De café? N'en déplaise à certains, féminine et forte, voilà l'image qu'impose Mathilde Seigné. Dans la vie et dans ce film, finalement plus romantique que policier. Sortie demain donc, et Mathilde Seigné qui sera l'invitée de Frédéric Lopez dans Comme au cinéma ce soir sur notre antenne Comme au cinéma à 22h35. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, Point Route, Valérie Maurice. 21h, la seconde partie du téléfilm L'Adieu. L'info sur France de minuit 45, dernier journal Laurence Piquet. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Noël Mamère. On se quitte sur ces images d'une paire de chaussures presque ordinaire, sauf qu'elle vaut 1 million d'euros. Faite de platine et incrustée de plus de 600 rubis. Elle est à vendre chez Harrods à Londres. Un seul problème si vous êtes intéressé, c'est taille unique et on n'a pas indiqué la pointure. À demain.